Célia, donc Éric Zemmour, grand défenseur des femmes, c'est ce que tu es allé vérifier sur place à Villepinte. Exactement, Christophe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les femmes n'étaient pas du tout majoritaires dans cette assemblée. Ce qu'on a vu, surtout, c'était des hommes, beaucoup d'hommes, des hommes jeunes et fiers de soutenir Éric Zemmour. Donc, on a arpenté les allées du meeting pour chercher des femmes. Pourquoi vous soutenez Éric Zemmour ? Parce qu'en fait, il défend l'identité française, il défend la France comme personne. Et vraiment, on a très envie de croire en ce candidat. C'est la première fois Moi, je suis une ancienne du RPR et j'ai l'impression de me retrouver dans les valeurs du RPR des années 90, vraiment. Il défend la femme, on n'a pas besoin de se voiler, on n'a pas besoin de porter le burkini. Il faut une société de liberté et je trouve que c'est lui qui l'incarne le mieux. Et en tant que femme, qu'est-ce qu'il propose qui vous touche particulièrement ? Ma sécurité. Ouais, la sécurité pour les femmes, c'est hyper important, surtout en ce moment. De plus en plus de femmes. La tradition aussi. Ouais, il y a les traditions aussi. Et est-ce que vous vous sentez protégée par un candidat qui est accusé par 8 femmes d'agression sexuelle ? Vous parliez de votre sécurité. Ouais, mais si avec lui. Je vois pas en quoi il est un danger pour les femmes aujourd'hui, au contraire. Il est quand même accusé par 8 femmes d'agression sexuelle. Ouais, mais il a été accusé, mais rien n'a été prouvé. Et je pense que c'est le seul qui, au contraire, se soucie du sort des femmes en France aujourd'hui, plus que n'importe qui d'autre. Le fait qu'il acte la supériorité de l'homme sur la femme, ça vous dérange pas ? À aucun moment il a acté la supériorité de l'homme sur la femme, il diffère les deux, c'est vrai, un homme n'est pas une femme. Chacun a des particularités différentes, et je trouve ça vrai. On veut toujours mélanger, un homme peut être une femme peut être un homme, on est indissociable, je suis pas d'accord. Pour moi, un chef d'État, par exemple, un chef d'armée, ça doit être un homme et non une femme, parce qu'une femme a une sensibilité que n'a pas un homme. Et le fait qu'il soit accusé par 8 femmes d'agression sexuelle, est-ce que ça vous fait douter ? C'est un peu comme toutes les personnes politiques, on peut toujours dire beaucoup de choses sur tout le monde et ça, il faut que ça soit vraiment prouvé pour... Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas un élément qui m'attache beaucoup en fait. Et le fait qu'ils disent que par exemple l'homme est naturellement un prédateur sexuel, ça vous fait pas douter non plus ? Après c'est les hommes quoi, ils ont besoin de se faire un peu mousser mais... Ça vous fait pas douter sur votre vote ? Non. Non, ça me fait pas du tout douter, non. Aux abords de la zone VIP, on a trouvé Juliette Briens qui se décrit sur son compte Twitter comme influenceuse patriote. Elle porte le badge rouge des personnes en charge de l'organisation du meeting. Depuis le mois d'avril, depuis les premières rumeurs, j'ai tout de suite compris qu'il avait la carrure d'un président de la République et surtout qu'il était sincère et c'est pour ça que je vote Zemmour, c'est pour sa sincérité. Même en tant que femme ? En tant que femme, bien évidemment, et surtout en tant que femme. Pourquoi ? Parce qu'Éric Zemmour sait quels sont les dangers qu'encourent les femmes aujourd'hui. C'est sûrement pas le patriarcat blanc. Et c'est le problème qu'une femme aujourd'hui ne peut pas sortir dans la rue sans se faire harceler et sans se sentir en insécurité. Et, il est lui-même accusé par 8 femmes d'agression sexuelle et c'est un homme blanc. Écoutez, c'est un homme blanc, il a été accusé par des femmes, je pense pas qu'il ait été jugé, je pense pas que de plainte ait été déposée, donc ça n'a rien à voir avec ce que moi je vis au jour le jour dans les rues de Paris. Ça, je sais que c'est vrai. Là, ce que vous me racontez et votre article, c'est des témoignages que vous avez certes recueillis, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Donc, vous ne croyez pas les femmes qui disent être victimes d'agression sexuelle ? Je crois les femmes une fois qu'elles ont été que quelqu'un a été reconnu coupable. Là, il s'est rien passé. Donc non, j'ai pas. Vous trouvez ça rassurant, vous, en tant que femme, que le candidat que vous soutenez est accusé d'agression sexuelle ? Je trouve ça très rassurant si Éric Zemmour, en effet, est président de la République. Je pense que les femmes s'en porteront bien mieux, bien mieux. Alors, vers 15h, les esprits étaient bien échauffés et après une bonne heure et demie de travail dans l'enceinte du meeting, mon collègue Armel Baudet et moi-même avons eu droit à une leçon de morale et à des insultes. Vous cherchez l'image ridicule pour desservir Zemmour. Zemmour, il est contre les femmes, il est antisémite, il est raciste, il est sur toutes les chaînes sauf la news. C'est tout le reste, gling, 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 les rédacteurs en chef de gauche. Et vous, alors nous n'en parlons pas. Vous êtes tout sauf objectif. Vous êtes la honte du journalisme. Un journaliste, il devrait être neutre. Alors vous ne l'êtes pas. Mais vos chefs, c'est des sacrés fouilles. Bonne journée, monsieur. On continue à bosser et on fait ce qui s'avérera notre dernière interview du jour. Je comprends même pas
que les gens puissent douter que les femmes sont avec Zemmour, c'est pas croyable. Il est quand même accusé d'agression sexuelle par 8 femmes. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit en général quand on n'a pas d'autres arguments, c'est n'importe quoi. Et je suis désolée, moi je suis là, je suis une femme, je crois 100% en Zemmour, c'est le seul qui puisse nous sortir de ça, c'est tout. Voilà. Et le fait qu'il acte la supériorité masculine, ça vous dérange pas non plus? Non, je pense que vous comprenez pas très bien ce qu'il a dit. Je pense qu'il n'y a absolument pas de supériorité masculine, c'est pas du tout ce qu'il raconte. Je pense qu'il est contre la discrimination positive, c'est-à-dire que ce qui compte c'est la valeur des gens. C'est pas la valeur qu'on fasse une place aux femmes parce qu'elle est une femme, aux homosexuels parce qu'elle est homosexuelle, aux noirs parce qu'il est noir. Ce qui compte, c'est la valeur des gens. C'est tout ce qui compte, voilà. On veut faire passer Zemmour pour un négationniste, pour un fasciste et pour un antiféministe. Donc à un moment donné, il faut arrêter la propagande. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il est tout sauf négationniste, il n'est pas fasciste et il n'est pas antiféministe. Il n'est pas d'extrême droite. Et vous, les journalistes, vos questions... On va leur répondre, arrêtez de leur répondre. Tronquez vos propos, Ne répondez arrêtez pas, de leur répondre. Parce qu'on connaît l'honnêteté des médias, donc arrêtez de leur répondre, ça sert à rien. Si, moi je voulais juste dire, vos questions sont orientées, voilà nos réponses. Nous sommes là. C'est après cet échange tendu que nos confrères de Quotidien arrivent dans la même allée que nous. Les militants commencent à les prendre pour cible. Les journalistes de Quotidien sont exfiltrés et nous sommes pris dans un mouvement de foule. Peux-tu condenser, des chants qui nous accompagnent ? Quotidien est finalement exfiltré. Le prochain qui pousse, c'est moi qui pousse. Messieurs, dames, on recule. Messieurs, dames, s'il vous plaît. On recule. Merci, on recule. Alors, pendant l'exfiltration de Quotidien, nous avons aussi été pris pour cible par des coups anonymes. Un coup de poing à l'arrière de la tête pour mon collègue Armel Baudet et une gifle à l'arrière de la tête pour moi. Quelques minutes plus tôt, un militant d'Éric Zemmour avait lancé à un autre sur mon passage « Fais-moi signe si tu as besoin d'un coup de main pour une ratonnade ». Et je ne parle même pas des regards insistants des Mediapart gauchos et des Mediapart pourris lancés à tout va. Alors, je précise pour toi et Armel, il y a eu plus de peur que de mal, on va dire ça comme ça. Fabien Roussel. Bonsoir. Avec moi pour vous interroger, Pauline Grohl du pôle politique de Mediapart. Salut Bonsoir. Pauline. Et sur ce plateau également, Sarah Brett du pôle enquête. Salut Sarah. Bonsoir. Alors, Fabien Roussel, vous avez 52 ans, vous êtes député du Nord depuis 2017 et vous avez donc été désigné candidat pour l'élection présidentielle en mai dernier au terme d'un vote interne au Parti communiste français. Vous étiez jusqu'à présent secrétaire national du parti. Est-ce que vous êtes encore secrétaire national du parti ? Oui, bien sûr. Dimanche a été marqué par le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte avec des violences dehors et des violences dedans, notamment contre des journalistes de Mediapart ou de Quotidien et des militants de SOS Racisme. Comment est-ce que vous qualifiez cette période, ce moment qui arrive en France là ? J'ai suivi ce meeting parce que il faut s'intéresser justement à ce débat politique. J'ai ressenti des accents et un climat de la France des années 30. Mais sans les congés payés et le Front populaire. C'est-à-dire celle des ligues factieuses, celle du combat pour une race pure, le retour à la France d'il y a 1000 ans. Et c'est très inquiétant. Et quand je dis que j'ai retrouvé cette France des années 30 qui a conduit à la collaboration, c'est que dans son discours, il s'en est pris ouvertement aux journalistes, physiquement d'ailleurs, mais dans son discours, il s'en prend ouvertement aux journalistes, à la justice, aux juges, il s'en prend aux enseignants, il s'en prend aux homosexuels, aux gays, aux lesbiens, aux féministes. J'allais dire, c'est presque une caricature, sauf que c'est pas une caricature, c'est un candidat. Il le fait dans une salle pleine. Donc il y a un écho, comme dans la France des années 30. Il y a un écho. Et c'est particulièrement préoccupant.
Alors justement, enfin, il y avait ce dimanche une manifestation anti-Zemmour à Paris. Vous n'y étiez pas. Est-ce que votre place n'était pas dans le cortège pour pour manifester contre ce que vous racontez là, ce qui est quand même très grave? Non, parce que je pense pas que c'est en manifestant contre que ces idées reculent. C'est plutôt, après c'est une conviction personnelle, hein, en allant discuter avec celles et ceux qui pourraient être sensibles à ce discours-là, que je préfère parler pour leur expliquer, les convaincre qu'ils se trompent de colère, que c'est pas ça qui va réparer la France, qui va leur rendre leur emploi, qui va leur rendre leur salaire. C'est ça votre... Et donc voilà, nous avons fait l'expérience dans le bassin minier, dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que vous êtes élu du Nord. Voilà. Dans les Hauts-de-France, faut dire qu'il y a un électeur sur 2 qui a voté pour Marine Le Pen en 2017. Vous avez vous-même été candidat au régional en 2015 face à Marine Le Pen. Qui avait fait 41% au premier tour. Et vous, un petit peu plus de 5%. Voilà. Vous avez vu de près l'extrême droitisation des esprits. Et elle est extrêmement... ils se sont extrêmement implantés dans le bassin minier avec un discours faux, menteur, et y compris en dévoyant la colère juste des gens. Parce que chômage, parce que il y a une pauvreté, il y a un mépris des gouvernements successifs, mais eux, ils ont fait reporter cette colère contre l'immigré, en pointant l'immigration massive, et donc sans jamais porter les véritables responsabilités sur les causes de cette désindustrialisation de notre pays, par exemple. Et il y a eu, de la part d'organisations, parfois des militants du Parti communiste, participer à des manifestations anti-Le Pen, etc. Mais ça marche pas, vous diriez? Non, mais je respecte ceux qui font. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je vous fais part d'une conviction intime. La mienne, c'est que je préfère passer mon temps à convaincre ceux qui pourraient être séduits par ce discours, de les convaincre que si ça ne va pas dans le pays, si on a des problèmes de chômage, d'emploi, de pouvoir d'achat, ce n'est pas de la faute aux immigrés, c'est pas à cause du voile, c'est pas à cause de la religion musulmane. C'est à cause de multinationales qui font le choix de délocaliser notre industrie, c'est à cause des traités européens et de la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée. Bref. Et d'ailleurs, en faisant ce choix-là, nous avons réussi à battre le Front National dans le Pas-de-Calais aux dernières élections départementales, là. Et nous avons réussi à battre 4 cantons, 8 conseillers départementaux. Le Front National, qu'on a regagné à gauche. Donc ça a marché. Et nous les avons gagnés comment? Pas en les traitant de fachos, mais en leur disant, voilà ce pourquoi nous nous engageons. Et nous nous engageons pour construire des écoles, pour empêcher la fermeture du commissariat dans la ville d'Avion, pour obtenir l'agrandissement de l'hôpital de Lens, pour que tout le monde puisse être soigné. Voilà notre combat. Mais à côté de ça, les tracts du Front National et des candidats sortants, qui avaient un mandat derrière eux, c'est de dire le problème c'est les immigrés, stop au voile islamique, attention à l'immigration massive, etc. Et c'est à côté de la plaque. Je comprends que ça peut avoir un écho dans la tête des gens, mais c'est pas le sujet, quoi. Mais est-ce que pour autant, en début de campagne, on a eu l'impression que vous avez essayé un peu de trianguler, comme on dit, la droite sur ses propres sujets. Enfin, tout juste désigné candidat, vous avez été à la manifestation du 19 mai organisée par les syndicats de police devant l'Assemblée. Vous en avez déjà expliqué. Vous avez aussi proposé d'inscrire dans le code pénal l'instauration de 30 ans de prison minimum pour un crime à l'encontre de tout détenteur de l'autorité publique, idée finalement abandonnée, alors que dans le projet des communistes Construisons la France en commun, il est dit qu'il faut, je cite, soutenir avec force le grand mouvement antiraciste et contre les violences policières, et le cas d'Ama Traoré par exemple est cité. Donc on comprend pas bien si le début de campagne vous avez essayé quelque chose puis vous êtes dit non, revenons. Non, j'assume. Tout ce que vous dites est juste et j'assume. Alors il n'y a pas de, comment vous avez dit, triangulation. Non, alors ça c'est des trucs, ça je connais pas. Il y a eu une volonté de notre part et de ma part de prendre cette question de la sécurité, de la tranquillité publique comme un sujet à part entière et important. Important parce que je suis suffisamment interpellé par des gens, des citoyens qui réclament que ce droit à la tranquillité publique existe et que eux-mêmes puissent y avoir droit.
Voilà, que ce soit dans des quartiers abandonnés par la République ou que ce soit dans des villages aussi abandonnés par la République. Et donc, il y a besoin de restaurer une police de proximité au service des citoyens, etc. Mais, et d'ailleurs, j'ai construit ce discours en disant que la police, et rien que la police, ne suffirait pas. Il faut réintroduire la République. Il faut... oui, alors. Des syndicats de police qui sont pas tellement connus pour être à gauche, quoi. Ah bon ? Dire simplement. Vous avez rencontré la CFDT Police ? Oui. C'est pas les principaux syndicats. Excusez-moi, mais enfin, la CFDT Police faisait partie des appelants. C'était pas majoritaire quand même. Il y avait un drapeau alliance. Alors, si vous étiez venu à cette manifestation, comme moi, je l'ai fait. Oui, mais j'y étais. Il y avait le syndicat Alliance qui s'est exprimé et qui a tenu des propos anti-républicains. Je le dis. Il y a eu SGP Police qui s'est exprimé et qui a dit nous devons travailler avec la justice et qui n'a pas dit que la justice était un problème. D'ailleurs, SGP Police, dans notre histoire, a été dirigé par un membre du bureau politique du Parti communiste français, était un syndicat donc proche de nous, jusque dans les années 70-80. Et il y avait la CFDT Police qui s'est exprimée aussi et qui a dit, elle, qu'il fallait plus de moyens pour la police et pour la justice, et donc il fallait écouter tout ça. Je regrette que ce que l'on a retenu, et ce qui a été diffusé abondamment sur les chaînes d'infos et dans les médias, c'est les provocations d'alliance. Mais tout ce qui a été dit par les autres syndicats, il faut les entendre. Hein. Moi, je ne suis pas un responsable politique qui fait attention qu'au bruit médiatique. J'écoute tous les syndicats. Je fais attention, par contre. Les syndicats qui sont pas, les propos qui sont pas républicains, je les partage pas, je les écoute pas. Mais par contre, j'écoute tous les syndicats. Moi, chez moi, je suis dans ma circonscription, je suis interpellé par SGP, FO Police, parce que c'est eux qui sont organisés. C'est tout. Et donc, c'est bien. Mais heureusement qu'on les écoute. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit après la manif. Eux, il fallait les auditionner, comme moi j'ai fait. Vous auriez dû les interroger. Ils ont dit merci d'être venus, parce qu'on en a marre d'être en tête-à-tête avec le Front National et l'extrême droite, et la droite. On en a marre. C'est pour ça que vous avez demandé de venir, d'ailleurs. Qui, à gauche, va porter, justement, notre exigence d'avoir plus de moyens, une meilleure formation? Oui, il y a des violences policières. Elles existent. Oui, il y a du racisme dans la police. Comment on fait pour que la hiérarchie, elle fasse respecter les règles et que cette police soit républicaine? Comment on fait pour améliorer la formation pour que justement il n'y ait pas ce désordre à l'intérieur et que ceux qui commettent des pas de travers soient sanctionnés? Les gars, ils le disent quand même. Les violences policières, c'est systémique ou je dis qu'il y a profondément une absence de règles, de contrôle, un laisser-aller de la part de la hiérarchie qui a contribué aux dérives. Et les dérives qui existent dans la police. Je ne veux pas débattre sur le mot systémique, mais ce qui se passe dans la police, c'est ce qui se passe dans la société. Hein. Comment vous expliquez qu'il y ait 10 000 personnes au meeting de Zemmour? Il y a un climat quand même dans ce pays. Et est-ce que les policiers en sont... est-ce qu'ils vivraient à part? Par contre, ça pose des questions. Ils sont là pour faire garantir les règles de la République, l'égalité des citoyens. Et donc, ils devraient justement être au-dessus. Mais vous avez vu la formation qu'ils ont, comment elle a été réduite. Les enquêtes sur le vote policier montrent que les policiers sont quand même presque majoritairement d'extrême droite. Ouais. On vote presque majoritairement. Mais tout à l'heure, vous allez peut-être me dire la même chose en me disant que c'est le même vote chez les ouvriers ou etc. Donc non, mais bon, souvent on me la pose, on me l'a dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes d'abord, qu'il y a beaucoup de colère ensuite, et qu'il faut entendre et les écouter et respecter. Enfin, les écouter, c'est les respecter. Et y compris quand parfois il y a des choses qui sont difficiles à entendre, il faut quand même les entendre. Apporter d'autres réponses. Discuter, dialoguer. Moi, c'est ce que je préfère faire. Et donc, jamais je ne les traiterai de factieux comme... Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas comme ça. J'écoute, je respecte, je dialogue et je travaille. Et je trouve, je souhaite, moi, demain, si je suis président de la République, ça peut arriver, j'espère, en tout cas, ça changerait beaucoup les choses. En tout cas, je dirais pas la police, on n'a pas besoin parce que la violence policière est systémique. Bien sûr qu'on a besoin de gendarmes, de gardiens de la paix pour garantir la tranquillité publique partout, mais pour moi, c'est garantir l'égalité des citoyens.
que l'on habite dans des quartiers populaires ou à Neuilly, on doit avoir l'assurance d'une vie tranquille et que nos gamins ne risquent pas de se faire embarquer pour faire de la chouffe pour la drogue ou de se faire tabasser, etc. Et donc la sécurité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les riches. Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des méthodes de diversion du débat public, c'est-à-dire que on évite de se poser les questions. Il y a pas longtemps, un chiffre sorti par l'INSEE est quand même un chiffre extrêmement marquant qui montre que 3,5% de la population française possède la moitié des logements locatifs. C'est-à-dire que la moitié des locataires sont locataires de 3,5% des habitants. Mais si vous entendez le débat sur les logements locatifs, on dit « Ah, ce retraité qui a acheté son logement pour compléter sa retraite alors qu'il est modeste et qu'il a travaillé toute sa vie ». C'est-à-dire que on crée des espèces de fiction qui s'impose dans le débat, une espèce de grosse boule où on n'a pas le droit de discuter. Alors que nous, on montre que sur les questions fiscales, bien sûr qu'on a le droit de discuter. L'efficacité, et en plus, donc à la fin du rapport, il y a 4 pages de référence. Tous les chiffres qu'on utilise, que ce soit les évaluations fiscales ou les utilisations, sont des chiffres qui proviennent de tout un tas de rapports, dont certains de France Stratégie, de la Cour des comptes. Enfin, on n'utilise pas, on fabrique pas de chiffres Oxfam. Ce sont que des chiffres publics avec des références. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent aller s'y référer. Pour dire si, attention, en fait, on a organisé l'idée que on pouvait pas faire autrement. Et que la seule chose à faire, c'était réduire les dépenses publiques, donc baisser le nombre de fonctionnaires, et aussi baisser les impôts. Sauf qu'en fait, les impôts qui baissent, ce sont ceux des plus riches. Parce que si on baisse les impôts, notamment l'impôt sur le revenu, ce qu'on a fait ces dernières années, en fait, on finance par de la TVA. Et qui paye beaucoup plus en proportion de ces revenus de la TVA, ce sont les plus pauvres. Et donc, il y a aussi un autre discours qui dit « Ah, mais il y a la moitié de la population française qui paye pas d'impôts. » Parce qu'elle paye pas d'impôt sur le revenu. En fait, elle paye de la CSG, elle paye de la TVA, et elle paye plus en proportion que les plus riches. Donc, et c'est un des éléments fondamentaux d'Oxfam, c'est ce qu'on appelle le pouvoir citoyen. C'est-à-dire que les citoyens connaissent les enjeux. Et donc on essaye de faire ce travail d'explicitation pour montrer la réalité des chiffres et la réalité de ce que ça signifie. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur la terrasse et qui faisait sourire. Oui, on trouverait ça complètement dingue que la moitié des places de la terrasse soient réservées à 1% de la population. Et en fait, c'est ce qui se passe avec le patrimoine, avec les richesses. Et donc, on n'est pas obligé d'accepter ça. C'est pas une fatalité. On peut faire autrement. Mais comment vous expliquez que, par exemple, si on a suivi les débats de la primaire de la droite, par exemple, dès qu'il s'agit de parler de finances publiques et tout ça, c'est toujours pour réduire le niveau de dépenses. Et comment vous expliquez, de manière corollaire, que la gauche n'arrive pas à s'emparer de ces thèmes, à les porter et à les faire apparaître sur la place publique? Alors, la première chose, c'est que moi, je préférerais que Valérie Pécresse, elle dise, moi, je vais être élue pour que les gens riches, ils soient plus riches. Parce qu'en fait, c'est ça, le sous-entendu de ce projet. Quand Éric Ciotti a proposé de mettre une seule tranche à 15%, qu'est-ce que ça a comme effet? De faire gagner beaucoup plus d'argent aux déjà très riches. C'est ça la conséquence. Donc, il faut dire les choses. Et souvent, il y a un discours autour des classes moyennes. Nous, cette proposition-là, ça ne fait pas payer 1 euro d'impôt de plus à 70% de la population française. Pour les 30% qui restent, sauf les entre 1 et 10% les plus riches, là, effectivement, leur contribution va très nettement augmenter. Elle est toute petite. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, ils défendent les intérêts d'une toute petite partie de personnes. Et ils essayent de déguiser ça. Je vais vous donner un autre exemple, celui de l'héritage, en disant qu'il faut supprimer la taxation sur l'héritage. Parce que les gens pensent à la maison de mamie et à ses 3 petits-enfants. En fait, c'est pas la maison de mamie. 80% des héritages se font sans aucune taxation. Soit parce qu'il n'y a pas d'héritage, soit parce que le montant est suffisamment faible pour qu'il soit sous les exonérations. Donc qu'est-ce qu'on parle quand on parle des héritages? On parle de 20%. On parle de chiffres très importants. Et ce qu'on cible là où il y a le plus de possibilités de trouver de la fiscalité, c'est des héritages de plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire centaines de millions. Parce que 8 milliardaires sur 10 en France le sont parce qu'ils ont hérité. Mais comment vous expliquez que la gauche n'ait pas ce discours? Alors, ou qu'en tout cas elle soit pas entendue, ou qu'elle ose pas, ou... Oui, vous avez raison, il y a un truc de pas oser, et je le dis là pour le coup parce que avant d'être directrice générale d'Oxfam, il se trouve que j'ai été membre d'un gouvernement qui était qualifié de gauche et qui était très timide sur ces sujets-là, voire en arrière de la main, parce que le CICE, on le voit bien maintenant aujourd'hui, c'était une erreur, plus qu'une erreur, c'était une faute. Peut-être par timidité, peut-être parce que justement le poids est tellement fort de faut pas parler des impôts, faut pas. Moi je crois pas.
Si on regarde d'autres études, celles qui parlent de consentement à l'impôt, les gens sont très conscients en fait que quand on paye des impôts, ça veut dire aussi qu'on paye pas l'hôpital. Et être dans un pays où on peut aller avec un bébé malade dans les bras, et même si c'est très grave, même s'il doit être en réanimation, vous aurez rien à payer. Ça, une grande partie des gens l'évaluent très bien. Donc peut-être que ceux qui animent les débats politiques et ceux qui les mènent aujourd'hui sont peut-être un peu pas conscients du fait qu'une grande partie des gens ont compris. Parce que si on comprend pas le début des Gilets jaunes comme le fait qu'il y a un poids des dépenses contraintes, notamment des dépenses de logement, très fort dans le budget d'une grande partie des ménages, et que l'augmentation du prix de l'essence, ça rend les choses complètement impossibles, on se plante. C'est pas juste l'augmentation du prix de l'essence, c'est tout ce qui part avant. Si on croit que les gens n'ont pas compris que quand on baisse les APL de 5 € et qu'on supprime l'ISF, il y a quand même un lien de cause à effet, on passe à côté de l'histoire. Peut-être que les gens qui proposent ça prennent un peu une partie de la population pour des idiots. Mais vous pensez que c'est, enfin, ce que j'entends un peu dans ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des médias finalement, enfin, qui posent pas ces questions, qui amènent pas ces sujets. Oui, parce que je pense qu'il faut travailler sur ces sujets-là, et c'est pas si compliqué. Enfin, se dire, est-ce que le crédit impôt recherche, il sert à financer la recherche ? Nous croyons qu'il faut absolument financer la recherche. On l'a vu avec le Covid. Il faut savoir que les équipes qui travaillaient, les équipes publiques, dont certaines françaises qui travaillaient sur les coronavirus, ils avaient vu pour certains d'entre eux leur budget complètement squeezé parce qu'on disait c'est pas prioritaire. Et donc on dit oui, il faut financer la recherche. Est-ce que le crédit impôt recherche, c'est une bonne méthode ? Non. Notamment les grandes entreprises qui sont super fortes pour capter l'immense majorité du crédit impôt recherche l'utilisent absolument pas pour développer la recherche. Donc il y a de l'argent qui existe, et il faut vraiment s'inscrire en faux sur l'idée que cet argent n'existe pas. La question, c'est de savoir comment il est utilisé, vers quoi il est fléché, comment il est priorisé. Et donc si notre manifeste, il peut contribuer à remettre ce débat-là de manière très franche au centre de l'histoire, c'est bien. C'est pour ça qu'on a commencé par la question recette, parce qu'on dit toujours, ah ben oui, vous voulez faire ci pour l'hôpital, vous voulez faire des crèches, mais comment vous financez ? Ben nous, on dit, d'abord, voilà, on va récupérer 65 milliards, et voilà ce qu'on va faire avec ces 65 milliards. Justement, vous appelez à un vrai débat démocratique sur l'impôt, c'est dans le manifeste. Pourquoi vous jugez que l'examen de la loi de finances par le Parlement, par exemple, c'est pas assez ? Parce que la latitude du Parlement sur la loi de finances, elle est quand même quasi proche de zéro. Alors avec ce gouvernement, elle a encore plus disparu. Parce que c'est vrai que c'est très technique, c'est très long, et les arbitrages sont faits en amont. Donc, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre élément dans la loi de finances, qui est que le gouvernement dispose d'une faculté, en particulier le ministère des Finances, qui s'appelle le gel. C'est-à-dire que vous avez voté des dépenses au Parlement, mais le ministère des Finances décide de les geler, c'est-à-dire de ne pas les exécuter. Donc la réalité de l'exercice démocratique du contrôle de comment on utilise l'argent des impôts, ce qui est quand même la base de la démocratie. Vous, moi, on verse des impôts, et ces impôts-là, ils sont utilisés. Donc la démocratie permet de décider de façon collective, par délégation, comment on les utilise. Mais pour ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est ça c'est là où les choses pêchent, c'est que ce débat-là, il n'existe pas, parce qu'il est dérangeant, parce que effectivement, les propositions faites par une partie des candidats de droite, en fait, si on les décrit en français tout simple, c'est il faut donner plus d'argent aux riches en le prenant à ceux qui en ont moins. Voilà, c'est ça. Et je pense que s'il le disait comme ça, ce serait moins populaire. Et nous, on veut que le débat démocratique, il ait vraiment lieu sur ce sujet-là, parce que c'est très important en fait. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec les équipes de campagne des candidats ou pas encore ? Alors je crois que certains savaient qu'on travaillait sur le sujet, mais on leur envoie de façon très formelle à tous demain. Et je suis prête, et nous sommes prêts au débat sur le fond, parce que je crois qu'on a travaillé, ça fait longtemps maintenant, notre travail est très solide, et donc on peut vraiment avoir un débat qui s'intéresse de près à l'ensemble de ces sujets. On espère aussi que les journalistes, vous l'avez évoqué, qui interrogent les candidats sur la présidentielle, vont utiliser ce travail. Parce que justement, ça permet d'aller un pas plus loin que les espèces de lieux communs qui sont balancés à longueur de débat. Alors quand on parle de latitude sur le budget, beaucoup de politiques, enfin on va dire en tout cas ceux qui commencent au PS et qui se terminent à droite, répondent assez régulièrement, se tournent vers l'Europe en disant c'est pas nous, c'est l'Europe, c'est les règles européennes. Quand on parle d'imposition des multinationales, voire des entreprises en général, ça répond c'est pas nous, c'est la compétitivité, c'est la mondialisation. Comment on fait pour, pareil, faire switcher ce discours ? D'abord parce qu'il y a plein de fois où c'est pas vrai, donc il faut le savoir. Par exemple, on peut dire sur un autre sujet complètement différent, la Belgique a décidé d'attribuer à une seule compagnie ferroviaire l'exploitation de son réseau ferré. En respectant les règles européennes, ils sont dans l'Europe comme la France. Donc il faut essayer d'aller au bout des choses et de voir là où c'est vrai, là où ça n'est pas vrai. Sur les questions de compétitivité et de ruissellement, parce que c'est les deux arguments, la réalité est quand même
pour le coup, on a fait l'exercice avec Emmanuel Macron, notamment cet exercice de supprimer l'ISF, en disant ça va favoriser l'investissement. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut absolument pas prouver que ça le fait. Sur le CICE, ça devait là aussi permettre et l'investissement et l'emploi. En fait, on sait que ça a contribué largement à améliorer les distributions de dividendes. Donc, il y a beaucoup de lieux communs avancés de façon assez brutale qui sont faux, mais ils sont très utiles parce que c'est des paravents. Une fois que vous avez dit on peut pas faire ça parce que sinon on entache la compétitivité ou l'attractivité de la France, il n'y a pas de débat. Vous avez dit ça de manière presque définitive. On revient donc avec toi, Célia, sur le procès du 13 novembre. Salut. Salut Christophe. Tu as donc rencontré Asdine Amimour, c'est le père de Sami Amimour, un des 3 terroristes du Bataclan. Oui, alors début 2020, Asdine Amimour racontait déjà son histoire dans un livre « Il nous reste les mots » écrit avec Georges Saline, le père de Lola, une des 131 victimes du Bataclan. Depuis, le procès du 13 novembre s'est ouvert et Asdine Amimour doit témoigner demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 18 novembre, nous nous sommes rendus avec Bérénice Gabriel à Liège, en Belgique, car Asdine Amimour vit depuis toujours entre la France et la Belgique. C'est dans cet appartement qu'il a passé la soirée du 13 novembre 2015, seul devant le match de foot. Je m'attendais à voir le match. J'aurais espéré avoir Sami à côté de moi parce que il adore le foot. Mais Sami n'est pas à côté de lui car il est parti en Syrie en 2013. Asdine apprend les attentats à la radio, puis est placé en garde à vue le surlendemain et c'est là qu'il comprend. Donc j'ai été en garde à vue. Je crois que c'est le 3e jour. J'étais reçu par le procureur. Où est-ce qu'il est votre fils? J'ai dit, mais vous le savez aussi bien que moi, il est parti en Syrie. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Syrie? Ben, je ne sais pas, il est allé pour aider les Syriens à s'en sortir sous cette emprise de Bachar, je ne sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, il me sort, non, votre fils est mort. Je dis, mort? Je dis, dans cet attentat? Il me dit oui. Et il enchaîne tout de suite après. Et de toute façon, je vais vous garder encore 48 heures. J'étais entre la tristesse, la colère, même l'ingratitude. J'ai dit, s'il a fait ça, c'est vraiment un geste ingrat vis-à-vis de ses parents. Des sentiments qui continuent à se bousculer quand il regarde le visage de son fils. J'ai 2 de ces photos qui le représentent. Une fois, quand il avait cette tête d'ange. Il avait quel âge, là? Non, il avait, je sais pas, 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça, c'est avant de partir. Ouais. C'est mon fils, je l'aime toujours. Je sais qu'il a été aussi victime, comme les autres. Qu'il a été manipulé et c'était pas la voie qu'il devait suivre. La voie qu'il devait suivre, celle d'un jeune homme inscrit à la fac qui fait du sport et voit des amis, mais il se radicalise jusqu'à être prêt à partir un jour. Et ce jour-là, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Et là, ça m'a inquiété. J'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé avec Sami. Moi, elle m'a dit, non, tu te fais des idées. Et puis quand je suis arrivé ici, et 2 jours après, elle m'appelle pour me dire, tiens-toi bien, j'ai reçu un coup de fil de Sami. Et ben, il est en Syrie. Il a dit, ne me cherchez pas, je suis en Syrie. Asdine a essayé d'aller chercher son fils en se rendant en Syrie pendant 4 jours, découvrant un fils transformé. Je voyais quelqu'un qui me souriait, je ne l'ai pas reconnu, lui il m'avait reconnu, parce qu'il était en treillis militaire, avec des béquilles. Il n'y avait pas moyen de communiquer avec lui, puis nous étions jamais seuls, il y avait toujours une tierce personne avec nous. Donc, est-ce que cette personne était là pour vraiment nous espionner, pour parler et tout ça? Ou je ne sais pas. Vous avez demandé? J'ai pas eu l'occasion. Ce que j'ai pu faire, c'est je lui donner la lettre que sa mère lui avait écrite. Je me suis dit peut-être que ça va lui faire quelque chose. Comment il a réagi à la lecture de cette lettre? Aucune réaction. Pendant ces 4 jours, il explique avoir fait une rencontre qui lui fait comprendre qu'il ne ramènera pas son fils. J'ai passé la nuit chez un émir. Il m'a appelé, puis il m'a dit qu'il était dans quel état.
Katiba, c'est Annie. Et quand je lui donnais le nom de la Katiba, que mon fils m'avait donné, il s'est arrêté net. Il m'a ouvert ses bras, il m'embrasse, il me dit ton fils, il est dans la Katiba des héros. Là, j'ai compris qu'il était perdu, que c'est très difficile de le récupérer. Sauf que Célia, cette version donnée d'Asdine Amimour de son voyage en Syrie est aujourd'hui contestée. Oui, exactement. Un article de Libération publié le 7 décembre, donc après notre entretien, affirme que ce n'est pas la version qu'il a livrée à la DGSI lors de sa garde à vue au lendemain des attentats du 13 novembre. On a vérifié et en effet, Asdine Amimour a affirmé aux enquêteurs les 16 et 17 novembre 2015 qu'il n'était pas allé en Syrie chercher son fils. Mais c'est pourtant bien ce qu'il avait affirmé à toi, mais avant ça, même dans le livre qu'avec Jean. Exactement. Et donc, je l'ai rappelé, après la parution de Asdine Amimour, de ne plus coopérer brutale de la mort. Trop. En colère, j'étais triste. Donc à l'interrogatoire suivant, j'ai dit que je n'étais jamais allée en Syrie pour qu'on me laisse tranquille. On va donc voir ce qu'il déclare demain à la cour d'assises. Oui, et il faut aussi rappeler qu'étant le père d'un des auteurs des attentats, il n'est pas soumis au devoir de dire la vérité. Demain, il viendra d'ailleurs témoigner sans avocat, par choix, mais aussi par manque de moyens, explique-t-il. Depuis son ouverture, c'est de fait un procès qu'il suit de loin. Est-ce que vous appréhendez cette... Oui, parce que j'ai pas l'habitude des palais de justice, du tribunal et tout ça. Comme tout le monde, il attend que justice soit faite et veut comprendre. Pour ça, il compte notamment sur le seul survivant du commando, Salah Abdeslam. À un moment donné, je voulais contacter Salah Abdeslam, comme il voulait pas parler et tout ça. Donc je me suis dit que moi, peut-être, étant le père d'un des assaillants, d'un copain à lui, peut-être que à moi, il va accepter de me parler. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider, vous, à comprendre le parcours de votre fils? Oui, peut-être, oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses occultes, vraiment, auxquelles on n'a pas de réponse. Donc si lui, il peut m'apporter quelque chose, pourquoi pas? Le pourquoi, une question qui ne le quitte pas depuis les attentats. Est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de votre fils? Ah, c'est difficile. Jusqu'à présent, vraiment, il m'arrive de culpabiliser. Parce que vraiment, je dis que vraiment, j'ai tout fait pour leur donner à mes enfants une bonne éducation. Il y a des failles, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que j'arrive pas à trouver encore une réponse au pourquoi. Ça me console parfois en pensant que c'est une chose qui peut arriver à n'importe qui. Merci Célia.